Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour parler news crypto, marché et bien évidemment Bitcoin. Alors on va commencer avec la grosse nouvelle, alors c'est pas la chute du BTC ni celle de l'Ether, quoique pour l'Ether c'est pas trop loin. On va parler notamment de Celsius Network qui a annoncé justement la pause et le blocage du coup de tout retrait, échange ou transfert entre comptes à cause du marché. Et pour faire un petit point sur Celsius, on l'a abordé justement hier dans le live du Discord, mais globalement c'est que on a un problème de liquidité au niveau de Celsius. Celsius, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une CeFi, donc c'est une finance décentralisée sur laquelle on dépose des fonds et il les place, il les optimise, il nous donne un rendement dessus. Donc c'est une grosse plateforme. Et a priori, ils ont perdu 35 000 Ethers avec notamment Stakehound dans une problématique avec Fireblock. Les deux, donc Stakehound et Fireblock, sont en litige dessus pour savoir qui a tort. Néanmoins, Celsius, c'est le grand perdant parce qu'ils ont perdu 35 000 Ethers sur les 37 000 perdus par Stakehound. Donc c'est fait un trou en fait dans leur fonds. Oui, mais ce n'est pas si gênant que ça. Par contre, à côté, il y a toute une analyse qui a été faite sur la liquidité présente au niveau des assets de Celsius. Et c'est là où c'est un petit peu plus gênant, qui peut être expliqué assez facilement en termes de gestion, mais qui est un petit peu gênant dans l'état du marché, un marché qui est notamment dirigé par la peur majoritairement. Donc, pour faire simple, et le plus simple possible, je vais essayer de vraiment schématiser, mais il faut comprendre que les assets de Celsius ne sont pas liquides. C'est-à-dire quoi, il y a très peu de liquidité. Majoritairement, ce sont des Ethers et des STETH. STETH étant des Ethers mais bloqués dans Ethereum 2.0, donc qui ne peuvent pas être tout simplement vendus, entre guillemets, même si ça peut être le cas si on passe par la paire STETH-ETH sur Curve, mais néanmoins, on va dire que la liquidité n'est pas liquide, celle-là. Ils ont un peu plus de 700 000 Ethers de cette façon-là. Donc forcément, si des personnes, et la totalité des personnes, souhaitent retirer leur argent de Celsius, ça risque d'être compliqué parce qu'il y a une partie qui n'est pas liquide et qu'il va falloir les vendre, ces STETH, pour récupérer des Ethers. Les vendre, oui, mais ça créerait tout simplement une perte de liquidité massive au niveau des pools de liquidité de Curve, et donc du coup on aurait un dépeg du STETH, c'est-à-dire qu'un STETH qui est censé valoir un ETH serait à 0,9, 0,8, 0,7, et donc forcément on aurait une diminution de la valorisation générale des STETH que tiendrait Celsius dans ces pools. Ça crée quoi exactement ? Ça crée que quelque chose qui valait peut-être 100 avant va valoir 70. Et quand on sait que les STETH et les ETH sont majoritairement utilisés dans la collatéralisation d'assets, et ça partout en DeFi, pas que sur Celsius, il faut comprendre que ça fait partie des assets les plus collatérisés à l'heure actuelle, l'ETH. Donc du coup, forcément, si on a un STETH qui se dépègue, qui perd de la valeur fortement, à ce moment-là, on risque d'avoir des clusters de liquidation en STETH et donc en ETH effectués. Ce qui est important de comprendre, c'est que si on a un manque de liquidité et qu'on est une société comme Celsius, on a deux risques. Un, c'est une forme de bank run, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens vont retirer leur argent et à un moment donné, il n'y aura plus de liquidité. Même si l'argent est là, globalement, ça peut être des ETH qui sont bloqués, donc des Ethers qui sont bloqués, notamment dans Ethereum 2.0, mais on ne peut pas les retirer à moins de vendre les STETH, et donc à ce moment-là, perdre 20-30%. Et là, par contre, cette perte de 20-30% peut créer ce qu'on appelle un défaut de paiement, et donc une liquidation de la société. Donc là-dessus, il faut faire très attention, je parle de mon schéma vraiment loin, et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont bloqué tous les retraits, le temps que le marché tout simplement se ressaisisse, parce que les fonds sont là, à l'heure actuelle, tant qu'il n'y a pas de dépeg d'ordre général du STETH. Et donc c'est pour ça, je pense, que là en l'occurrence, ils ont décidé de bloquer. Et c'est une bonne chose d'avoir fait ça. Ils ont prévu ça dans les terms of use, c'était logique, et c'est une bonne chose que ça évite globalement d'avoir un dump massif des STETH, et donc d'un dépeg global, et potentiellement d'une liquidation massive de facilement 50% de la DeFi
à l'heure actuelle. On va vous faire un post notamment sur le Discord pour expliquer un petit peu ça, et avec pas mal de liens pour pouvoir comprendre un petit peu la mécanique, mais c'est très intéressant de pouvoir justement voir ce qui est en train de se passer, et je pense que la position de Celsius est la bonne à l'heure actuelle. Néanmoins, on va voir sur le long terme comment ça peut se corréler, parce que ça crée une pression monumentale sur Ethereum. Beaucoup de personnes comparent ça avec l'UST et le Luna. Je ne suis pas en train de le comparer du tout, c'est juste qu'il y a une crise de confiance globale sur le marché des cryptos, et donc les gens voient un loup partout, alors que, là en l'occurrence, bon, ça reste comme une très grosse société Celsius, et c'est une société qui ne va pas faire défaut de paiement, donc ils ont bloqué, très bien, c'est l'avantage d'être centralisé, pas décentralisé comme Luna, donc ils ont bloqué globalement une death spiral qui pouvait arriver. On va temporiser, et je pense que il y aura une réouverture à un moment donné des withdrawals, avec notamment des limitations sur les volumes. Ça me paraît logique. On continue avec les nouvelles, nous avons notamment la Banque America qui a dit le mot, ça y est, ils ont dit nous sommes en récession technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement nous sommes en récession, mais économiquement pas encore. Bon, la passation de l'un à l'autre elle est minime, mais est-ce que la récession est mauvaise? Pas forcément. Je vous invite à regarder notamment ma vidéo de samedi où je parle de la notion d'inflation et de récession et l'impact que ça peut avoir sur les crypto-monnaies. Alors, on continue dans les nouvelles avec notamment un rapport de PwC. Alors PwC, c'est un réseau britannique international d'entreprises qui sont spécialisées dans les audits d'ordre général et surtout financières. Ils sont en train tout simplement de préciser que la majorité des hedge funds spécialisés en crypto sont en train d'anticiper un rebond du BTC cette année. Alors, cette année, ça peut être la fin d'année, hein, juste le mois de décembre. Donc il va falloir être patient, je pense, et laisser le temps au temps de faire tout simplement son action, et déjà qu'on retrouve une forme de confiance dans le marché des cryptos pour pouvoir escompter une forme de rebond, notamment avec le marché que l'on a à l'heure actuelle, et une augmentation de l'inflation, et donc forcément une augmentation des taux directeurs sur les prochaines augmentations, donc 75 points annoncés, a priori, potentiellement peut-être 100, on verra si ça fonctionne ou pas, mais en l'occurrence, il va falloir surveiller. Alors, en parlant de liquidité, on a toujours des infos qui arrivent sur Terra Luna, avec notamment comme quoi le directeur de Terra Lab aurait cash out 2,7 milliards de dollars avant le crash de Luna UST. Bon, bien sûr, il y a un déni total de ça, qui est fait sur Twitter, mais ça montre à quel point le FUD est en train de se faire, et qu'il y a une forme de haine globalement qui est en train d'arriver, et je pense qu'il va être passé au crible. Hein. C'est-à-dire toutes ces actions sur les 2 dernières années vont être totalement passées au crible, et il faut faire juste attention d'attendre les preuves avant de condamner quelqu'un, c'est juste ça, par rapport à ce qui est en train de se passer. On continue avec Tron DAO qui est la réserve globalement de TRX, donc de Tron, qui a acheté 50 millions de Bitcoin et de TRX pour backer notamment, encore une fois, son USDD, donc qui est son stablecoin algorithmique, qui est over-collateralized, ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus de collatéral que 1 pour éviter justement d'avoir ce qui s'est passé avec l'UST. Néanmoins, que se passe-t-il si on a encore une chute de 30 ou 40% du BTC? Ça reste toujours compliqué à mettre en place. Néanmoins, il faut surveiller impérativement ce qui se passe sur Tron. Moi, de mon côté, je ne vais pas sur des stablecoins algorithmiques, en tout cas avec un gros volume d'assets, et celui de Tron, je n'y vais pas de base, et je ne suis pas allé sur l'UST. Pareil pour celui de Tron du coup. Autre nouvelle, nous avons notamment la République de Palau qui a annoncé qu'ils vont créer des NFT pour leurs citoyens sur la BNB Chain, des NFT qui vont représenter leur carte d'identification, d'accord, leur carte d'identité. Et ça, c'est très bon signe, parce que ça montre à quel point cette technologie peut permettre des avancées monumentales dans la gestion notamment des identités, et je pense que c'est une des forces de cette technologie-là, et voilà, ça renforce globalement la force des NFT, et sortir de cette notion de NFT spéculatrice, et de rentrer dans une notion de NFT technologique. Là, on a vraiment une avancée forte. On a à côté UOB Global, donc il y a un exchange qui présente son fonds Ivy Blocks, qui est spécialisé dans le Web3, et qui est porté à plusieurs milliards de dollars. Donc c'est pour vous montrer que la technologie en elle-même porte, et que, en l'occurrence, on veut tout simplement financer la technologie de la blockchain.
Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Et abonne-toi, ça m'aide énormément. C'est terminé pour cette partie fondamentale, on attaque la partie technique. Partie technique qui est, comme d'habitude, on fait notre petit rappel, vague 1, vague 2, vague 3 Lyotis terminé en avril 2021, avec un retracement de la 4 composé en A, B, C, extension de la B, extension de la C, et là en l'occurrence on est en train d'étendre la C là où on le souhaite. Globalement on va décocher mode automatique, on a comblé une partie encore une fois du MOC CME, donc on a chuté, d'accord, donc là on a comblé quasiment 90% du gap CME qui nous restait, mais il nous a encore un petit chouïa à aller combler. Et notamment, nous avons un objectif qui est le 272 à 23 110, avec notamment un order block avant l'accélération haussière ici, sur lequel on pourrait attendre le prix, donc en dessous des 24 000. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons ici cette accumulation que je vous avais présentée plusieurs fois, SCAR, STAR, prise de liquidité de la zone supérieure, on chute, et là on a fait prise de liquidité de la zone inférieure. Ce qui est important de retenir, c'est que je vous avais présenté qu'il y avait des gros clusters de liquidité sur la partie basse, en dessous de ce niveau-là, donc classique, en dessous des 26 000, et même en dessous des 28 000. On a eu d'où, du coup, une accélération forte. Ce qui est intéressant de voir, et on va le noter tout de suite, c'est qu'on a laissé derrière des gaps CME très forts, gap CME sur lequel on sait qu'on y retournera. Est-ce qu'on y retournera tout de suite ? Ça, c'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Je pense que on pourrait avoir un rebond haussier pour aller les chercher, pour avoir une continuité baissière et aller chercher potentiellement les 23 000, ou tout simplement une continuité baissière, et on va expliquer pourquoi, avec notamment ce qui se passe sur le Nasdaq, et la pression, globalement, qu'offre Celsius sur le marché. Alors, ici, nous avons une autre vue sur laquelle nous sommes en daily, où on voit justement qu'on a break ici le triangle de compression qu'on avait, triangle de compression sur lequel on avait une augmentation du momentum, on avait créé justement de la liquidité basse, là en l'occurrence on a pris toute la liquidité basse, et ce qui est intéressant de voir, c'est que au niveau du RSI, en daily, nous avons une forme sur laquelle nous n'avons pas cassé ici ce plus bas, c'est-à-dire que là actuellement nous avons une forme de divergence qui est en train de se faire. Regarde, on va la noter tout de suite, on a une forme de divergence qui est en train de se noter, tac, de cette façon-là, où on voit très bien qu'on a quelque chose qui est en train de se faire. Donc quand c'est comme ça, il y a deux possibilités. Soit on a une continuité baissière forte avec un break du momentum pour casser notamment ce niveau ici, d'accord, niveau important, hein, parce que là, il faut impérativement qu'on casse, hop, je vais remonter. Si on casse cette zone-là, donc c'est-à-dire les 25 points au niveau du RSI, à ce moment-là, ça veut dire qu'on invalide notre divergence. Et donc ça veut dire aussi que là, par contre, on chute violemment jusqu'au 24, voire potentiellement 22 000, d'accord, pour pouvoir break ce niveau-là et inverser cette divergence. Après, il est possible qu'on ait une continuité baissière qui se fasse doucement, avec une divergence, avec en fait ici un momentum qui fait ça, d'accord. Donc on n'est pas obligé d'avoir une inversion totale tout de suite. Ça peut prendre du temps, mais là en l'occurrence, déjà le fait que le momentum n'a pas break totalement,
ça veut dire qu'on n'est pas dans une continuité réelle baissière. On peut avoir en effet une diminution baissière pendant un certain temps, mais avec toujours cette possibilité de divergence haussière à garder en tête pour la suite, et de toute façon, dans tous les cas, on la suivra au fur et à mesure. On va regarder un petit peu, notamment, ce qui s'est passé en 1 heure. En 1 heure, ce qui est intéressant de voir, c'est que, en effet, là, on a bien la continuité baissière avec le break qui a été fait ici. Je pensais clairement que on allait avoir un rebond aussi avant d'avoir un break baissier, mais on a cassé fort, avec ici prise de la liquidité du ST. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une grosse accélération, retest de la zone chute. Donc là, on a vraiment une zone très très forte. On a bien retesté ici cette zone-là avec un rebond technique, et derrière, on a une continuité baissière. Hop, on va retirer ça, avec une continuité baissière forte, avec une prise de liquidité du ST. Et là, par contre, on a une énorme accélération, notamment avec le marché asiatique d'hier soir, avec une très très grosse accélération. On a été allé chercher notamment l'objectif des deux, d'une continuité baissière de cette première impulsion, et du retracement effectif, retracement ici, d'accord ? Impulsion baissière, retracement, continuité d'impulsion, à savoir que là c'était le retest ici de l'UTAD, et donc une continuité baissière forte, baissière qui nous a amené notamment à l'objectif 2. L'objectif suivant serait le 272 à 24 621, et le 218, qui représente notamment un chiffre que vous connaissez, les 23 500, qui est proche justement de notre objectif CME, sur lequel on irait chercher justement un niveau important de retracement et de ratio de la vague C sur la vague A. Donc là-dessus, pour moi, on peut avoir un rebond technique léger, notamment avec une remontée potentielle sur ce début de matinée, mais il est fort probable que l'on ait un appui fort, notamment des marchés américains, l'ouverture du marché américain, sur une continuité de la baisse, bien que, là actuellement, on peut se dire qu'ils sont sous l'eau, à voir si on va pas rechercher ce gap CME tout de suite. Je pense que vraiment, l'ouverture des marchés américains va être essentielle, et je vais faire un point de toute façon sur le Nasdaq tout à l'heure. On fait un petit point sur l'order flow. Order flow, déjà, c'est qu'on a liquidé 500 millions. Pas tant que ça, hein. Vous regardez avec le mouvement qu'on a fait, on a liquidé que 500 millions de dollars. C'est pas énorme, on est toujours dans l'extreme peur classique. Au niveau de l'order flow, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà dans un premier temps, nous avons eu cette schématique ici d'achat de la baisse, avec une augmentation ici progressive de l'open interest. Donc on a chuté doucement, l'open interest a monté doucement, on a l'ensemble des ratios qui ont été montés, et on a une contraction du cours des positions. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a une accélération baissière, avec remontée des positions, diminution du ratio, et partie des leviers qui ont été tout simplement liquidés. Par contre, les leviers ne descendent toujours pas. C'est-à-dire que si on regarde, on a toujours une courbe ascendante des leviers. D'accord ? On a toujours une courbe qui est majoritairement ascendante. Donc ça veut dire qu'on est de plus en plus leveragé. Ce qui est mauvais pour le marché. Si on regarde le ratio, d'ordre général, market cap versus leverage, on voit qu'on est toujours supérieur à 2, voire bientôt 3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la totalité du marché, la capitalisation du marché, est trop basse par rapport aux leviers, ou que les leviers continuent à monter. Le problème, c'est que c'est un cumul des deux. Donc là, on se retrouve sur une augmentation du ratio. Donc ça veut dire qu'on a un marché qui est majoritairement leveragé, assez peu acheté en spot, ce qui est le cas notamment au niveau du CVD, et en l'occurrence, on se retrouve avec un marché qui est encore une fois trop, et beaucoup trop leveragé, donc beaucoup trop de leviers qui sont en train d'être effectués. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que majoritairement, nous avons un cluster de liquidité qui se trouve dans cette zone ici, qui sont globalement l'achat de cette chute ici effective. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on pourrait aller rechercher notamment les 29 000, les 30 000, pour aller justement liquider tous ces shorts-là. Mais néanmoins, on a quand même des gros clusters de liquidité qui se trouvent juste en dessous dans les 25-24 000, et les prochains sont dans les 23-22, d'accord ? Donc là-dessus, on pourrait très bien avoir un long squeeze, accélération du cours, on tape ici cette zone-là, réaccélération du cours dans les 23, mèche pour aller liquider notamment les 22,5, et ensuite, potentiellement, une réaction haussière. D'accord ? Donc là-dessus, il va falloir vraiment surveiller. Au niveau de l'order flow, ce qui est intéressant, c'est que là, il faut attendre ce qui est en train de se passer. Là, on a eu, en effet, la réaction réelle qui s'est effectuée. Donc là, on va devoir patienter pour voir justement, est-ce qu'on va avoir une forme
de patterns sur lequel on va dire qu'on va avoir une consolidation du cours, on va avoir des indications au niveau de l'order flow sur une possibilité de continuité baissière, mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes, on ne l'oublie pas, dans ici notre STB de cette zone-là, donc sur lequel on pourra avoir en effet un retour haussier si jamais on considère qu'on a terminé la prise de liquidité. Malheureusement, je suis pas trop dans cette schématique-là, notamment avec l'augmentation des taux directeurs qui ont été annoncés et un marché action qui est un petit peu compliqué. Marché action sur lequel on voit qu'on commence une journée assez compliquée, très forte baissière, et je pense que l'ouverture du marché, on risque d'avoir une continuité baissière, même si on peut avoir un petit sursaut. Je pense que dans le général, cette semaine risque d'être compliquée. Il faut aller chercher en fait pour moi ici, tester cette zone-là. Alors soit tester, soit la break pour aller chercher la liquidité. Ce sera intéressant d'aller chercher notamment la liquidité de cette zone-là. Le problème c'est que si on va chercher cette liquidité-là, vous devinez bien que le BTC va continuer à chuter et aller chercher les 23 000 voire 22 000 derrière avant de repartir à la hausse. Donc là-dessus, on a vraiment cette schématique-là, surtout qu'on a un poids vraiment de Celsius sur les cryptos qui, un peu à l'image de l'UST, nous pèse énormément et nous empêche de pouvoir nous envoler. Et c'est un petit peu l'idée générale de ce que l'on peut retrouver sur le marché. Donc faites très attention à vos positions, pas trop de levier et justement, couvrez-vous bien. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.